Acteurs centraux de la vie politique d'un pays, les partis déterminent profondément les régimes politiques dans lesquels ils évoluent. Au sein des démocraties représentatives, principalement durant les périodes de campagne électorale, les partis entrent en compétition les uns avec les autres. Les candidats se mobilisent, participent à des émissions de télévision, organisent des meetings, rédigent des discours, élaborent un programme dans le but d'être élus et de siéger au sein des institutions politiques. Dans le cadre de cette capsule thématique, nous allons, dans un premier temps, avec Joseph Lapalombara et Myrion Weiner, définir les partis politiques. Ensuite, nous étudierons les fonctions qu'ils remplissent au sein de nos sociétés. Nous tenterons également de distinguer les partis politiques les uns des autres en fonction de leur organisation interne ainsi que de leur position idéologique. Enfin, pour conclure, nous nous concentrerons sur les différents systèmes de partis présents sur le globe avec l'aide des 3 lois de Maurice Duverger. 2 politologues américains, Joseph Lapalombara et Myrion Weiner, ont élaboré 4 critères nous permettant d'identifier un parti politique. Tout d'abord, premier critère, une organisation durable et collective. Le parti doit survivre à ses fondateurs et ses dirigeants. De plus, pour être considéré comme un parti politique, l'organisation ne doit pas se résumer à un seul individu, à un seul acteur. Le parti se compose de sympathisants, de militants et d'électeurs. Deuxième critère, la nationalisation. La nationalisation implique la constitution de sections locales et de fédérations sur l'ensemble du territoire. Cette caractéristique connaît cependant des exceptions. En Belgique, depuis la fin des années 70, les partis traditionnels belges, présents sur l'ensemble du territoire, se sont communautarisés entre des partis flamands et des partis francophones. En Belgique, il n'existe donc plus de partis politiques nationaux. Troisième critère, la volonté explicite d'accéder au pouvoir politique, qui se traduit, le plus souvent, par la présence de candidats sur les listes électorales. Enfin, dernier critère, pour exister, les partis politiques recherchent un soutien populaire auprès des électeurs. Dès lors, même s'il existe des exceptions, les partis politiques se définissent comme des organisations durables, implantées sur l'ensemble du territoire, et dont le but est d'accéder au pouvoir politique grâce à un soutien populaire. Après avoir défini les partis politiques, intéressons-nous maintenant à leurs fonctions. Les fonctions des partis politiques sont de 2 ordres. Commençons par les fonctions manifestes. Tout d'abord, une fonction programmatique. Les partis proposent des programmes, suivent une idéologie. Cette fonction programmatique permet de structurer le débat politique et permet aux électeurs de se repérer dans l'espace politique, sur l'axe gauche-droite par exemple. Une deuxième fonction est celle de sélection. Les partis maîtrisent le recrutement des professionnels de la politique. Ils désignent des candidats qui vont exercer certains postes, tels que ministres ou députés. Enfin, dernière fonction manifeste, la fonction d'encadrement. Les partis politiques encadrent des élus et accordent leurs actions au travers des groupes parlementaires. Les membres d'un parti respectent les lignes directrices et font front commun. Quelles sont à présent les fonctions latentes des partis politiques ? Premièrement, une fonction d'intégration sociale, c'est-à-dire de partage de valeurs, de services, qui permet aux membres de s'intégrer socialement. Deuxièmement, une fonction tribunicienne, c'est-à-dire une fonction qui vise à organiser, défendre et parfois représenter des catégories sociales exclues ou se sentant exclues des processus de participation politique, économique ou culturelle. L'objectif est de leur donner un sentiment de confiance et de force. Enfin, troisième fonction latente, la fonction de légitimation. Le parti politique respecte le jeu politique et stabilise le régime dans lequel il évolue. Certains partis qualifiés d'antisystème constituent des contre-exemples à cette fonction. Au-delà de l'ensemble des points communs analysés jusqu'à présent, les partis politiques sont très différents les uns des autres. Maurice Duverger distingue durant le début du XXe siècle 2 grands types de partis qui se différencient au niveau de leur structure, les partis de cadre et les partis de masse. Les partis de cadre sont des organisations composées essentiellement de notables que le passage du suffrage censitaire au suffrage universel a contraint de réunir. Ces partis ont une activité centrée sur les élections et attirent les membres des élites sociales, dont la fortune ou la notoriété constituent d'importantes ressources électorales. Ces partis de cadre ont un appareil organisationnel peu développé et sont, en général, faiblement centralisés et articulés localement de manière autonome. Les partis libéraux sont historiquement des exemples de partis de cadre.
Les partis de masse, quant à eux, se caractérisent, comme leur nom l'indique, par la recherche du plus grand nombre d'adhérents, qui représente l'une des principales ressources de l'organisation. Les partis de masse naissent avec la généralisation du suffrage universel, ils sont fortement organisés, centralisés et marqués par une importante mobilisation continue. Les partis ouvriers, socialistes et communistes constituent les exemples les plus courants des partis de masse. Mais, dans un contexte marqué par l'érosion progressive des clivages, des identités partisanes et des alignements électoraux, les partis politiques vont adopter de nouvelles stratégies pour attirer les électeurs. Otto Kirchheimer définit ainsi les partis attrape-tout qui se caractérisent par 3 éléments. Tout d'abord, le pragmatisme. L'objectif des partis attrape-tout est avant tout de rassembler des électeurs plutôt que de transmettre des idéologies fortes. Deuxième caractéristique, la personnalité du leader compte plus que le programme du parti. Les électeurs votent en fonction du président du parti plutôt qu'en fonction de son programme. Enfin, troisième caractéristique qui découle de la deuxième, la confiance envers le leader joue davantage sur son bilan que le programme idéologique. Ce n'est pas tant les idéologies du leader qui comptent, ni l'application de son programme, mais plutôt sa capacité à mobiliser les citoyens et à gagner des voix. Après avoir distingué les partis politiques en fonction de leur structure, nous pouvons également les classer en fonction des grands débats ou clivages qui structurent la société. Premier clivage, Église-État, représentant le clivage philosophico-religieux. Deuxième clivage, centre-périphérie, le clivage communautaire. Troisième clivage, capital-travail, le clivage socio-économique. Enfin, quatrième clivage, rural-urbain. En Belgique, le clivage rural-urbain n'a pas de portée propre. Bien qu'il donne lieu à différents débats, il n'a pas participé à la formation de partis politiques spécifiques, comme en France, avec le parti chasse, pêche, nature et tradition, ou encore en Pologne, le parti des paysans polonais. Illustrons ces clivages par des exemples. La NVA se positionne en faveur de l'État, c'est-à-dire en faveur d'une indépendance du pouvoir étatique par rapport aux religieux. La NVA est un parti nationaliste, elle se positionne donc en faveur de la périphérie. Enfin, concernant le clivage capital-travail, le parti se range en faveur du capital, en prônant le libéralisme économique. Deuxième exemple, le Parti socialiste belge. Le PS est en faveur de l'État. Il défend une indépendance du pouvoir étatique par rapport aux religieux. A l'inverse de la NVA, le PS privilégie le centre au sein du clivage communautaire. Le PS est en faveur du maintien de l'État fédéral. Enfin, le PS est du côté du travail, c'est-à-dire en faveur d'une redistribution des richesses. Maurice Duverger propose de retenir 3 lois concernant les effets des modes de scrutin sur les systèmes partisans. Première loi, le scrutin majoritaire à un tour tend à favoriser un système bipartisan. C'est le cas des États-Unis, par exemple, avec l'opposition républicain-démocrate. Les petits partis ont peu de place sur la scène politique, même si des mouvements comme le Tea Party peuvent gagner de l'importance sur la scène médiatique. Mais finalement, les grands enjeux, comme les élections présidentielles, sont essentiellement disputés entre des candidats républicains et démocrates. Deuxième loi, le scrutin majoritaire à 2 tours tend à engendrer un système multipartisan, au sein duquel les partis sont dépendants les uns des autres. La France est un exemple de système majoritaire à 2 tours. Chaque parti politique présente des listes au premier tour, les 2 partis avec le plus de voix s'affrontent dans un second tour et forment des alliances pour obtenir la majorité des voix. Cette situation tend à favoriser une bipolarisation de l'offre politique, le plus souvent autour de l'axe gauche-droite. Troisième loi, le scrutin proportionnel favorise un système multipartisan. En assurant une représentation à toutes les forces politiques, le scrutin proportionnel favorise la fragmentation parlementaire et encourage la multiplication des listes électorales. La Belgique est un exemple de système proportionnel. Chaque parti se présente aux élections indépendamment des autres. Cependant, pour former un gouvernement majoritaire, les coalitions sont nécessaires. Cette capsule thématique est réalisée par le Centre d'études démocratie.
la faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie de l'Université de Liège et en partenariat avec l'Institut de formation et de recherche en enseignement supérieur.